tendance à avoir beaucoup de personnages féminins, mais des personnages qui agissent sur le monde. Mais par exemple, dans Technoférie, il y a toute une série d'espèces de fées, et chez les fées, le pluriel est féminin. Et je sais que ça a troublé beaucoup de gens à la lecture, que au pluriel, c'est toujours féminin, même si ce sont des fées masculines. Catherine, tu voulais intervenir tout à l'heure? Oui, moi je m'étais amusée parce que je lis des fanfics. La fanfic la plus célèbre, c'est Fifty Shades of Grey. Et c'est assez marrant de savoir parce que je lisais des fanfics PWP, c'est du Bordeaux, c'est Fifty Shades. Et alors, comment savoir si c'est écrit par un homme ou une femme? Je me souviens d'un PWP Harry Potter, c'est le Snape. Alors c'était du gros boulard, hein. Il y avait deux indices qui prouvaient que c'était une femme. Petit 1, quand il a été séparé de Harry Potter, Severus bourré de Nutella. Et petit 2, alors il met du sperme partout à partir d'un moment, et ben Severus n'arrête pas d'utiliser des sorts de propre. Et là je me suis dit, c'est probablement une femme qui a écrit ça. La propreté n'est pas une valeur masculine significative. Quand j'ai commencé à écrire, vous savez, j'ai été élevée donc, avec que des bonnes séries, avec des hommes forts et des femmes faibles, avec quelques exceptions comme Fifi Brin d'Acier. Mes premiers romans, bon, le projet Turiel, je pense qu'il en reste un ou deux en vente, qui était une reprise de mon premier roman, mais réécrit. Il y a beaucoup plus de personnages masculins, mais qui sont quand même nuancés. Et il y a quand même 3 personnages féminins sur, mettons, 12 personnages en tout, là, presque. Ensuite, piège pour la série Les Voyages de Jules Verne, là, c'est un vaisseau avec un équipage principalement masculin, mais la commandante de bord qui a un caractère particulier qui s'appelle le Cactus, d'ailleurs. La narratrice est une navigatrice peureuse. Donc, ça a été un gros défi d'écrire ce roman-là, puis de convaincre mon éditeur que c'est pour les jeunes adultes avec une héroïne peureuse, puis très timide, puis qui se sauve du danger, en tout cas au début de la série. Mais elle commence à sortir de sa coquille plus tard. Donc, il y avait encore là le commandant alcoolique qui est désagréable, que tout le monde veut tuer, là. Il devient un personnage au cours de la série qui cache des secrets. Donc ça, j'ai tendance à avoir plus de personnages masculins. Dans La Quête de Charas, c'est une société qui est aussi basée sur l'Empire romain, mais c'est une société de super jardiniers, mais dont la société est basée sur une méritocratie, mais basée sur la course aux honneurs de l'Empire romain. Alors, l'inspiration étant là, donc là aussi, Charas, c'est un adolescent, mais il y a des personnages féminins là, autour, parce que je sais que c'est une série qui était pour les garçons déprimés. Je disais vraiment ça, adolescents déprimés, je lisais Charas, mais j'ai vu des personnages féminins qui ont grandi, qui ont pris de la substance autour. Donc, voilà. Ce que tu dis, Michel, ça me fait penser, puis je serais curieuse d'entendre les auteurs non québécois autour de la table à ce sujet-là. Dans notre littérature jeunesse SF, au Québec, on se fait dire, en fait, je n'ai pas publié en jeunesse, mais j'en connais un certain nombre d'auteurs, qu'on doit présenter des personnages systématiquement en 2016, des personnages féminins qui sont des petites filles fortes. Et même essayer de placer un roman de SF en jeunesse avec un personnage de petite fille passive, ça ne se fait plus vraiment au Québec. Je ne sais pas si c'est la même chose. C'est très rare maintenant en français aussi d'avoir des héroïnes faibles. On a vraiment de plus en plus de femmes tellement fortes qu'elles deviennent irréalistes même. On a le droit d'être faible quand on est une femme, comme on a le droit de l'être quand on est un homme, il me semble. Et pour être sérieuse, je trouve que tous les clichés qu'on a sur la littérature féminine ou la place des femmes ou des valeurs féminines, elles sont tout aussi dommageables pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire qu'ils sont bien évidemment tout aussi enfermés dans leur rôle et les valeurs qu'on leur attribue, et c'est tout aussi mutilant. Donc à chaque fois qu'on lit des romans dans lesquels les héros, qu'ils soient hommes ou femmes, expriment des faiblesses très humaines, moi ça me réjouit. Si
si effectivement on ne devait avoir que des héros forts et des héroïnes fortes, moi j'aurais plus envie de lire. Ce serait très ennuyeux. Mais en même temps, on se retrouve encore aujourd'hui, en 2016, avec des textes d'hommes, où le rôle de la femme, qui, je pense par exemple à La petite bulle d'univers de Pierre Bordage, où le héros a une gynoïde à son service dans son vaisseau. Et elle remplit tous les rôles soi-disant traditionnellement féminins. Elle fait le ménage, elle fait à manger, et elle est là pour se faire baiser. Et elle prend soin de lui. Voilà. En gros, dans l'écriture masculine, on est toujours dans l'excès, et on est dans une transformation, enfin, ou du moins avec les superlatifs, et on est dans une transformation du monde qui se manifeste un peu de manière conquérante ou de toute manière dominatrice. Juste pour ajouter, j'ai mentionné justement, parfois, tu as des auteurs masculins qui te mettent une héroïne forte dans leur histoire parce que c'est OK, j'ai une femme qui est forte. Alors il y a John Ringo qui est aussi un autre joyeux de la science-fiction américaine qui écrit des trucs super sexistes habituellement. Puis à un moment donné, il s'est dit, ah tiens, je vais mettre une femme forte dans mon histoire. Puis là, il met une super ingénieure qui a 20 ans, qui est une très bonne pilote et qui est une super blonde en plus, là, parce qu'il y a une histoire qui est blonde dans son univers. Oh my God. Et puis, toutes les autres femmes sont des fatigantes dans l'histoire. Alors, des fois, il essaye, le gars, il essaye! Mais on sent que c'est pas naturel. Moi, j'ai même pas été capable de me rendre au milieu de ce roman-là, je suis tannée. Mais ça évolue parce que maintenant, on se rend compte que pour les auteurs, hommes et femmes, essayer de mettre juste une héroïne physiquement forte. Maintenant, on commence à s'apercevoir que ça prend simplement que les personnages soient incarnés, soient humains. Donc, et qui nous touchent, qu'ils soient hommes ou femmes, et ça aide. Oui, alors, donc ça évolue parce que la société évolue également. Est-ce que ça a un impact maintenant sur la narration, sur l'écriture, par exemple les descriptions des paysages, sur la manière de raconter plus spécifiquement? Donc on revient peut-être davantage dans l'écriture. Qu'est-ce que ça change peut-être dans la manière de raconter cette évolution? Il y a un aspect dont je ne sais pas du tout s'il est genré, c'est la question de la sensorialité. Il y a des auteurs qui sont très clairement sensibles aux couleurs, aux visuels, aux odeurs, à tout un tas d'aspects sensoriels. Mais là, je crois que c'est vraiment lié aux individus. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. Si effectivement les femmes sont plus dans l'harmonie avec ce qui les entoure, dans l'attention, dans le respect, dans le prendre soin, peut-être qu'elles sont aussi plus dans l'attention et étant moins dans l'action. Auquel cas, peut-être, c'est une hypothèse, que leur appareil sensoriel serait un peu plus à l'écoute et que du coup leur description serait moins technique, moins abstraite, moins cérébrale et plus dans le ressenti. Mais c'est une hypothèse. Catherine, tu as pas l'air d'accord? À ce moment-là, on pourrait presque dire que Jean-Claude Vignac est une femme. Tout à fait, absolument. Et tant mieux que certains hommes ne se soient pas mutilés complètement en ne préservant que les valeurs masculines dans leur écriture. Tout à fait. Alors que, par contre, il y a d'autres auteurs français qui, eux, vont limiter totalement la description. Vont être dans l'action, même dans la réflexion, mais par contre, ne vont pas décrire les lieux, ne vont pas décrire les personnages. On va à l'essentiel. On va à l'essentiel directement. Je ne sais pas si c'est l'essentiel, l'action. C'est juste la dynamique. Le côté cérébral. On oublie le décor, on oublie les costumes, on oublie les visages, et on est uniquement dans le récit. C'est parce que l'auteur...
justement, tu as dit, je ne sais pas si c'est l'essentiel de l'action, et puis spontanément, je trouve que l'essentiel, justement, va se baser sur les décors, les réactions, puis ensuite, les traits, plus ou moins. Personnellement, je travaille beaucoup à partir des descriptions, des lieux, et ensuite, on a l'action. Moi, je travaille beaucoup sur l'émotion, le ressenti, et puis après, il y a peut-être de l'action ou pas, mais c'est pas essentiel à mes yeux, l'action. Tu vois, tu as eu une réaction très masculine. Il y avait l'action, donc l'essentiel. Ce n'est pas ma je trouve ça réaction, très j'essaie de rigolo. définir l'écriture masculine. Mais c'est bien, ça nous fait réagir. Voilà. Moi, je travaille beaucoup dans le sensoriel, mais par contre, je dois me forcer pour la description. C'est pas, ça ne me vient pas facilement. Donc, je trouve des trucs. J'ai écrit une nouvelle en couleur pour être sûr d'avoir des descriptions et d'équilibrer dialogue, action et description. Une question de démarche, moi au contraire, je dois couper. Je suis le genre d'auteur qui va écrire une balade en forêt pendant 12 ou 15 pages. Et puis ensuite, à un moment donné, on a compris les types d'essence d'arbres et tout ça. Oui. Faut voir un roman comme une piscine. Tu plonges dans la piscine, au début, c'est froid, il faut que tu te sauces. Et tu mets au début de tes scènes, là, tu vas dans la description, parce que l'impression que le décor fait sur le personnage que tu suis dans l'histoire. Et là, il faut que tu en mettes. Mais après ça, plus loin dans l'histoire, tu l'as décrit ton personnage, tu as décrit le décor ou la scène, là, tu peux aller dans l'action. C'est que là, tu t'es saucé dans la piscine, tu t'es habitué à la température de l'eau, puis là, tu peux commencer à nager. Alors, c'est un peu comme ça que je voyais les descriptions de romans. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire ou de réécrire un roman masculin qui vous aurait séduit dans l'histoire, de le réécrire à votre manière, et qu'est-ce que vous auriez changé là-dedans? Moi, c'est vrai, quand j'étais gamine. Mais quand j'étais gamine, c'était pas les mêmes bouquins qu'on avait en main. Les premiers livres que j'ai lus et dans lesquels je me suis totalement immergée, mais j'étais vraiment petite, c'était Le Capitaine Nemo, Julien. Je me suis réécrit mentalement une quantité de fois le Nautilus, mais c'était moi qui étais dedans. Parce qu'il n'y avait aucune femme qui se projetait, qui avait la moindre importance dans l'histoire. Et il y avait Langelot, agent secret. Moi aussi j'avais droit à une carte du SNIF. Et moi aussi je pouvais être... et là encore, moi les histoires qui me faisaient rêver, mais je ramène bien ça à l'époque où j'étais petite. C'est plus du tout vrai maintenant. Maintenant, je ne lis... La science-fiction s'est élargie, et ce problème spécifique qui est de la difficulté à s'incarner dans un univers et dans un récit quand on est une femme, je ne le ressens plus maintenant. Il y a suffisamment d'auteurs femmes et suffisamment d'auteurs hommes qui ont compris la place des femmes. Mais moi, j'ai grandi chez Leigh, j'ai grandi dans un univers où dans les univers décrits, il n'y avait aucune dimension féminine, d'aucune sorte. Et c'était à nous de la construire. J'ai eu de la chance, le premier roman de science-fiction que j'ai lu, c'est Le Vagabond de l'espace de Robert Heinlein. Et il y avait une fille, et elle était dans le vaisseau spatial, elle. Mais oui, je crois que quand on était enfant ou adolescente, à part Ariane, on est à peu près toutes de la même génération. On s'est rêvé à la place des héros masculins souvent, on s'est inventé des histoires d'espions. Donc moi, quand j'étais enfant, je voulais être espionne, je voulais être aventurière, je voulais vivre toutes ces choses que je lisais. Oui, moi j'avais lu La poursuite des slimes de Van Gogh. Et les slimes, ils sont beaux, ils sont supérieurs. Au début, ils sont cassés la figure par les humains, puis à la fin, ils détruisent les humains. Et j'avais écrit la fin qui m'énervait, en imaginant une héroïne humaine qui arrive à casser la gueule des slimes. Déjà, c'est... Ouais! Moi, j'en ai tellement lu, je peux dire que j'ai eu de la chance avec la première nouvelle que le livre que j'ai lu, c'est Les robots d'Isaac Asimov. Donc, il y avait le docteur Suzanne Calvin dedans. Alors, déjà, j'avais une scientifique, même si elle était décrite comme froide, étant donné les préjugés de l'époque. Il y a plusieurs livres comme ça que j'ai réécrits dans ma tête. C'était surtout quand il y avait des fins ridicules, que tout le monde se tuait à la fin. Puis moi, ma sensibilité de femme, j'aime pas ça quand du monde se tue pour presque rien. Alors là, je changeais des conversations pour essayer qu'est-ce que l'héroïne aurait pu dire pour éviter de se faire tuer par tel personnage, ou qu'est-ce que le gars aurait dû dire pour éviter d'avoir à déclencher la guerre totale qui va tout finir.
Alors, voilà, c'était... Du point de vue de la science-fiction, je pense un peu au premier Blade, la série. Là. Il me semble que si j'avais à réécrire ça, ça serait un petit peu... il y aurait un petit peu moins de supériorité masculine là-dedans, avec Blade qui réussit toujours à s'en tirer, mais... Blade Runner? Non, c'est pas ça. Là. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a tout un tas de séries, de romans de gare, romans d'espionnage, ou romans de presque super-héros. Et de temps en temps, oui, on aurait envie de faire la même chose, mais avec une femme à la place. Ouais, ou d'équilibrer un peu plus, ou sinon, petite parenthèse non SF qui s'inscrit un petit peu dans mon enfance à moi, le roman gothique. J'avais envie de secouer les héroïnes, de leur rappeler, en disant « ça va faire, là, arrête d'avoir peur des brigands comme ça, un peu de courage, là, puis la forêt n'est pas si effrayante que ça. » Bon, la dernière fois où ça m'a profondément énervé, c'est pas si vieux que ça finalement, c'est quand j'ai regardé Avatar. Parce que Avatar, il y a un peuple qui a une culture, un environnement, d'une richesse extraordinaire. Il y a une femme qui est à l'aise, forte, courageuse, un très beau modèle de femme dans ce film. Et puis il y a une espèce de blanc-bec qui arrive, qui ne connaît rien, qu'elle prend sous sa protection, à qui elle apprend tout. Et puis, paf, il va devenir le grand chef et tout le monde va se mettre derrière lui, elle y compris, et tout le monde va se mettre à genoux devant lui parce que c'est l'homme providentiel. Et il n'a aucune compétence, il n'a aucune qualité particulière pour ça, à part le fait que c'est lui l'humain. Et vraiment, du coup, le fait que ce soit lui l'homme, donc meilleur, et lui le mal en même temps, j'y ai retrouvé tout ce qui était profondément énervant. Moi, ce qui m'énerve aussi, c'est la plupart du temps, dans les romans masculins, il n'y a pas de femme laide. Oh, t'as remarqué? Après 40 ans, ils y sont plus de toute façon. Voilà. C'est comme au cinéma. C'est comme au cinéma. Il n'y a pas de femme Suzanne Calvin, la femme la plus sexy du monde. Oh, dans le film, oui. Hein? Oui, pour Avatar, moi je suis parfaitement d'accord. Moi j'aime beaucoup ce film. Enfin, à la fin, c'est quand même le mâle blanc qui se met à dominer le peuple indigène. C'est insupportable. Et je voulais revenir sur ce que tu disais. C'est effectivement dans un défilé de robots d'Asimov. Suzanne Calvin, c'est une psychologue pour robots, donc elle a un diplôme, donc elle est sexuellement, socialement incompétente. À un moment, elle a le malheur de tomber amoureuse d'un collègue. Tout le monde se fout de sa gueule parce qu'elle met du rouge à lèvres et que lui, il a déjà une vraie femme, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de diplôme. Une vraie blonde en plus. Oh. Mais ça date des années 50, donc ça a un peu évolué depuis quand même. Alors moi, la première femme forte que j'ai vue en SF, c'est-à-dire, elle était à la fois belle, intelligente, marrante, elle a réussi à avoir un diplôme tout en ayant une vie sexuelle, c'est Yoko Tsuno. Oui, c'est en BD, c'est pas un roman. Et voilà. Sigourney Weaver. Les modèles culturels ont évolué, quoi. Je voudrais revenir sur un autre point qui avait un petit peu évoqué le test de Turing, si on veut, pour savoir, lorsque l'on lit un texte sans savoir le genre de l'auteur, est-ce que l'on peut savoir si c'est un homme ou si c'est une femme, apparemment qui avait répondu. Et maintenant de parler de l'écriture à quatre mains lorsqu'il y a une collaboration entre un homme et une femme. Qu'est-ce que l'on peut voir? Juste avant, un tout petit point, parce que ça, vous venez juste de l'évoquer. C'est ce que j'appelle le delta T, le laps de temps. Et entre autres, parce que ça a longtemps distingué mes amis auteurs, le delta T pour la recherche que tu fais avant ton roman, la plupart des confrères, ils semblent avoir beaucoup de temps libre. Alors, mon voisin de ville à Mississauga, Robert G. Sawyer, qui est un auteur américain dont le livre Éveil, Veille et Merveille a été traduit en français, il prend 2 ans et il fait de la recherche de malade pour son roman, que je n'ai pas le temps. Et que beaucoup de femmes, auteurs, n'ont pas le temps de faire. Alors, je parle pas de mon confrère Peter Watts, que ça prend un dictionnaire quand tu lis son roman, parce que tellement qu'il y a des notions biologiques pétées dans ses histoires. Donc, c'est un aspect que j'ai remarqué, mais c'est une qualité. Moi, je suis fière qu'il fasse de la recherche et puis qu'il arrive avec des belles idées, des bonnes histoires. Parce que Robert G. Sawyer, en passant, c'est un auteur qui est très
Il y a des personnages féminins fantastiques. Tous ces personnages sont très humains. Donc, on s'attache à ces personnages. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais à la fin de son roman, il t'envoie sa liste d'à peu près 20 à 30 ouvrages. Il dit, ah, ben j'ai lu là-dedans, là-dedans, là-dedans. Et puis, pour en savoir plus. Puis là, tu t'aperçois, wow! Ça y prend 2 ans pour écrire un bon livre, là. Mais ça, c'est quelque chose où on peut parfois deviner s'il y a eu beaucoup de recherches. Ça, c'est quelqu'un qui avait une épouse compréhensive et qui avait beaucoup de talent. J'aime beaucoup la question sur l'écriture à 4 mains, justement. Et puis, j'espère avoir l'occasion d'écrire plus souvent comme ça. Je l'ai fait dans le cadre d'une nouvelle de science-fiction lycanthropique, et dans laquelle j'ai travaillé avec un autre auteur québécois qui s'appelle Guillaume Voisine. Et puis, de la façon dont on a travaillé, je pense que ça dépend beaucoup de la façon de travailler. On est repassé sur le texte sans arrêt jusqu'à temps qu'on le juge satisfaisant les uns, lui et moi. Et à un point tel que sa compagne de l'époque, elle a lu le texte, c'était certaines des parties qui venaient de Guillaume, et elle s'est trompée, en règle générale, sur les phrases, tellement tout ça avait été unifié. Et on parle même pas d'écriture avec un conjoint, c'est tout simplement je pense que le travail aussi, donc peu importe les genres de l'auteur, dans cette façon-là de travailler. Bien entendu, je fais pas référence à un chapitre sur 2, là, peut-être qu'on pourrait le... Pareil, moi j'ai écrit avec mon conjoint, j'ai écrit une nouvelle avec Ayordal. Mais en même temps, c'est facile. Ayordal était un auteur féministe dont les personnages féminins étaient très réalistes. Donc, c'était facile. Mais à nouveau, oui, on a tellement travaillé ensemble, on est tellement repassés l'un sur l'autre, sur le texte de l'autre, dans tous les sens, que personne ne peut deviner qui a écrit quoi. D'autres réactions? Il va falloir se dépêcher puisqu'on arrive vers la fin et laisser peut-être le public poser quelques questions.